Le Centre de justice de proximité de la Mauricie offre des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyens, quel que soit leur revenu ou la nature juridique du problème rencontré. Concrètement, des professionnels du droit, avocats ou notaires, répondent gratuitement aux questions juridiques des citoyens de la Mauricie en leur offrant de l'information, de la documentation et du référencement. Les juristes du CJP offrent également le service de prémédiation en matière familiale et de petites créances afin d'aider les gens à considérer la médiation dans ces domaines et à s'y préparer. Le CJP offre également des séances d'information juridique à la population générale ainsi qu'auprès d'organismes et regroupements qui en font la demande. Le CJP se veut un lieu d'écoute et de collaboration favorisant l'accès à la justice et l'éducation juridique. Il fonde son approche sur la croyance en la capacité de chaque citoyen de prendre les meilleures décisions pour lui-même une fois en possession de toutes les informations pertinentes. Notre conférencière d'aujourd'hui, Maître Marie Allard, elle est avocate et médiatrice civile et commerciale. Elle est juriste au Centre de justice de proximité de la Mauricie depuis octobre 2018. Son travail consiste à répondre aux nombreuses questions juridiques des citoyens, en plus d'offrir des séances d'information et ateliers à différents publics. Depuis février 2021, elle est également affectée au programme de prémédiation dans les matières familiales et de petites créances. Alors, pour nous éclairer au sujet des baux en résidence privée, voici Maître Marie Allard. À vous la parole. Merci beaucoup, Mme Germain. Merci pour l'invitation aussi de la table de concertation. Très heureuse d'être avec vous ce matin pour partager cette heure et quart, heure et demie, heure 45 à peu près de l'éducation juridique. Une des raisons pour laquelle je suis très heureuse d'être avec vous, c'est que l'éducation juridique, ça fait partie des éléments de mon travail que j'apprécie particulièrement, d'aller à la rencontre des citoyens. Vous qui avez des questions au jour le jour sur quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, mes obligations. Donc, c'est un honneur de venir prendre un café, en fait, avec vous ce matin. C'est comme ça que je le vois. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'accompagnement des aînés et des baux en résidence privée. Je suis quelqu'un de très passionné par mon domaine, donc je parle parfois rapidement. On se dira que ça, c'est le signe universel pour dire, là, Marie, tu parles trop vite, donc ralentis un peu. OK, donc je comprendrai à ce moment-là. Je tiens à remercier également tout de suite ceux qui ont décidé d'allumer leur caméra. C'est pas la première conférence que je donne en Zoom là, dans les derniers mois, vous le saurez. C'est toujours plus plaisant. Donc, je tiens à saluer Hélène, Luc, Claire en particulier et Robert, ceux que je vois présentement à l'écran. Donc, merci beaucoup d'avoir allumé votre caméra ce matin. Contente de faire votre connaissance et les autres également très contente de vous rencontrer ce matin. La raison pour laquelle c'est important de s'asseoir et de discuter de ce sujet-là, je pense que c'est parce que, bien de un, concrètement, parmi les différentes demandes qu'on a au Centre de justice de proximité, il y en a beaucoup qui touchent les baux et les baux en résidence privée. Les gens ne sont pas au courant de leurs droits, malgré que ça touche beaucoup de gens dans la population. Donc, je suis contente qu'on puisse faire, appelons ça un survol ce matin, parce qu'évidemment, l'objectif de la rencontre n'est pas de faire de vous des experts en droit du logement ou en matière de baux dans les résidences privées. Je ne veux pas que vous deveniez avocat ni des experts en droit, je vous rassure. Vous allez voir que dans la présentation, il va y avoir beaucoup d'informations, il y a beaucoup de diapositives et dans les diapositives, il y a quand même beaucoup de textes. Je n'ai pas l'habitude de mettre beaucoup de textes dans les présentations, mais là, c'était dans un objectif que vous puissiez repartir par après avec la présentation, donc que vous puissiez avoir le plus d'informations possible avec vous par la suite, avec les différents organismes aussi qui vont pouvoir vous aider par la suite. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oui, parfait. Je vais maintenant partager l'écran. Vous me direz si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour ma part. Vous le voyez en gros plan, là, la présentation? Super. Je vais juste m'assurer que moi, je vous revois comme il faut.
Parfait. Donc, allons-y. Pour le fonctionnement de la séance, je vous dirais les questions, ça va être à la fin, comme ça a été indiqué un peu plus tôt. Pas de pause prévue, évidemment. On n'a pas assez de temps ensemble pour s'offrir ça ce matin. Puis, suite à la conférence, on va vous faire parvenir par courriel un sondage d'appréciation de la séance d'information. C'est rien d'obligatoire, mais c'est dans un but de s'améliorer, évidemment. Donc, Centre de justice de proximité, je reprends rapidement ce que Maître Germain, je suis en train de vous débaptiser. Madame Germain vous a dit un peu plus tôt, on est un organisme à but non lucratif. On offre des services d'information juridique gratuitement. Donc, peu importe votre revenu, peu importe la question, peu importe le domaine de droit que vous avez, si votre situation touche de près ou de loin le droit, puis vous avez un questionnement, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir, on va vous répondre. On répond par téléphone, ça peut être par courriel aussi. On faisait du sans rendez-vous. Là, avec la COVID, c'est un petit peu plus complexe, mais on a recommencé tranquillement à faire du sans rendez-vous. Donc, du lundi au jeudi, vous pouvez vous présenter aussi. On est au centre-ville de Trois-Rivières. L'objectif du centre est évidemment de promouvoir l'accès à la justice, entre autres par des séances d'information qu'on donne un peu partout dans différents organismes. Notre principale mission est d'offrir de l'information juridique, informer les gens sur les différents recours qui existent également, parler de la prévention et de règlement des différends. Puis ça va faire partie de quelques minutes dans la présentation d'aujourd'hui, de voir toutes les options qui s'offrent à moi quand je suis dans un conflit, dans un litige, et non pas seulement le tribunal. On est également là pour orienter les gens vers les organismes qui existent déjà. On n'est pas là pour dédoubler le service. On travaille en partenariat avec, puis au sein Mauricie, on est choyé. Il y a vraiment beaucoup d'organismes dans différents domaines. Donc, c'est un partenariat apprécié. Séance d'information. Et la limite qu'on a, c'est que contrairement aux avocats ou notaires de pratique privée, on ne donne pas de conseils ou d'opinions juridiques. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Bail de logement, les services accessoires au bail, la modification ou les modifications au bail, résiliation, l'abandon, qu'est-ce qui arrive en cas de décès du locataire, les obligations générales des résidences privées et publiques et comment faire valoir ses droits. Puis dans cette dernière section, il y a Mme Geneviève Dessoureau qui est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Dessoureau. Elle prendra la parole un 5 à 10 minutes là, pour vous entretenir sur la mission et ce que peut faire le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes là, pour vous aider si jamais vous avez une problématique. Je le répète, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Vous avez peut-être avoir l'impression que ça va vite. Si c'est le cas, je me permets tout de suite de vous mentionner, il n'y a rien de ce qui est dit ce matin qui ne peut pas être repris lors d'une rencontre plus personnalisée en individuel avec le Centre de justice de proximité. Donc, si vous vous rendez compte qu'on passe une diapositive sur une situation, puis vous vous dites « Oh non, j'aurais aimé ça qu'on creuse ce sujet-là en particulier parce que moi, c'est ça qui me touche au quotidien », prenez-le en note. Prenez nos coordonnées en note, lâchez-nous un coup de fil, puis on va regarder ça avec vous. On va prendre le temps de regarder plus en profondeur votre situation. Vous voyez, il y a Rose qui vient d'apparaître à l'écran. Rose, c'est le personnage qui va pouvoir m'aider à illustrer le droit en exemple. Donc, tout au cours de la séance, vous allez la voir, elle va apparaître de temps en temps. Ça va me permettre de pouvoir vous donner des cas concrets de comment la loi s'applique dans une situation. Jusque-là, ça va, mon débit, ça va comment? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a envie de me faire un signe que ça va trop vite ou tout va bien? C'est parfait pour moi, ça va. Parfait, super. Donc, avant de commencer, c'est important pour moi qu'on regarde en matière de résidence, en matière de logement, il existe différents types d'établissements. Il y a les CHSLD qu'on a entendu beaucoup parler ces derniers temps. Les établissements privés ayant une entente avec le gouvernement, par exemple, des ressources intermédiaires, les résidences privées. Exemple, en Mauricie, on a la résidence La Vida, on a Chartwell, les immeubles à logement aussi. La présentation d'aujourd'hui va être axée davantage sur les résidences privées et les immeubles à logement. Les règles sont relativement les mêmes. Si votre situation touche les deux situations dans la diapositive, contactez-nous à ce moment-là, on regardera ça avec vous directement. Parmi les différents types d'hébergement, les résidences privées puis les immeubles à logement ont des baux avec leur résidence, ce qui fait en sorte que les résidents ont certains droits, ont certaines obligations aussi, mais aujourd'hui, on est davantage là pour voir quelles sont les obligations du propriétaire à l'égard des locataires. Les autres établissements, notamment les CHSLD, ne sont pas régis par le Code civil du Québec, contrairement aux résidences privées et les baux en matière d'immeubles à logement. Ils sont davantage régis, entre autres, par rapport à leurs coûts
par la loi sur la santé et les services sociaux. Bail de logement. Qu'est-ce qu'on entend par bail de logement exactement? Bien, en fait, ce qu'on vient dire, c'est qu'un bail, dans sa plus simple expression, c'est un contrat. Mais quel type de contrat? C'est un contrat de location. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que c'est une entente qui existe entre un propriétaire qui s'engage à fournir un logement, un espace pour habiter, en échange de quoi le locataire s'engage à payer un certain montant d'argent. Donc ça, j'imagine, je ne surprends pas personne avec cette définition-là ce matin. C'est quoi le bail? Qu'est-ce que ça a comme effet juridique? Le fait d'être en présence d'un bail de logement, bien, ça crée des obligations d'un côté comme de l'autre. Les principales obligations du propriétaire sont de fournir un logement en bon état, maintenir la qualité des services, entretenir et réparer, ne pas modifier le logement en cours de route, procurer un milieu de vie paisible. Là, je me rends compte, par exemple, qu'étant donné que mon ordinateur est là, ce que vous voyez, vous, c'est que je suis orientée vers là. Je vais juste amener mon écran. Oh, bon. Ici, voilà. Cette pause est commanditée par les problèmes techniques du Centre de justice de proximité. Donc, on part. Dites-moi, là, présentement, vous ne le voyez pas en gros plan. Là, c'est revenu comme c'était? Oui, là, c'est un gros plan comme tantôt. Parfait. Donc, ça. Mais les gens qui voient à droite là, Oui. quatre écrans, on peut le tasser un petit peu, ça. Et si on clique sur la bande noire dans le haut puis qu'on tient la souris, on peut le déplacer. Fait que ça peut nous permettre de voir un peu plus ce qui est écrit. Parfait. Non, je pense qu'on va y aller comme ça. Moi, de mon côté, ça va. En tout cas, l'affichage est bon. Donc, ça va. Ensuite de ça, les obligations du locataire, bien évidemment, l'obligation principale du locataire, c'est de payer le loyer. Sinon, j'en connais qui ne seraient pas. Sachez que normalement, si vous ne remplissez pas votre obligation principale, vous devriez recevoir un coup de téléphone assez rapidement. Maintenir le logement propre, parce que oui, on le loue, donc on a le droit d'être là, on a le droit de jouir de cet espace-là le temps qu'on est locataire, mais ça ne nous appartient pas, on n'est pas propriétaire, donc on ne peut pas être insalubre dans notre propre logement. On a l'obligation de signaler toute défectuosité ou des détériorations importantes pour justement que le propriétaire puisse les prendre en charge, remettre le logement à la fin en bon état et ne pas troubler la paix des autres locataires, évidemment. Trucs et astuces. Déjà en partant, ça, ce n'est pas très, très juridique, mais c'est certains éléments que je veux attirer à votre attention, que vous pouvez prendre en note, quoique la présentation, vous l'aurez à la fin de la présentation, mais c'est des trucs dans le quotidien qui sont pratico-pratiques, qui font en sorte que si on est face à un litige, on va avoir été content de faire ça, ou même ça va nous éviter d'aller vers une situation litigieuse, le fait d'avoir mis en place certains trucs, certaines astuces. Premier élément, lisez attentivement votre bail. OK? Ça, c'est super important. Il y a certaines personnes là, qui, avant d'entrer dans une résidence, ça va faire 40 ans, 50 ans, 60 ans qui sont en maison, qui sont habitués de gérer leurs propres affaires. Il n'y a pas personne qui leur dit quoi faire, ça va bien. Puis là, on est confronté à une situation où, par désir, par choix, on décide d'intégrer une résidence. Là, on se retrouve dans un univers où les règles ne sont plus du tout les mêmes. Je ne suis pas dans une posture de propriétaire, je suis dans une posture de locataire. Donc, évidemment, ça vient changer un peu la dynamique. Donc, ce qui est important, première chose, lire attentivement le bail. Parce que, comme je le disais tantôt, le bail, c'est le contrat, c'est l'entente que vous avez avec votre propriétaire. Et c'est ce qui va venir créer des droits et des obligations. Donc, très important de le lire attentivement. Demandez un temps de réflexion aux besoins. Il n'y a rien qui vous oblige de signer là tout de suite le bail. Vous pouvez aussi demander d'être accompagné. Si c'est quelque chose qui vous stresse, que vous n'avez pas beaucoup de connaissances par rapport à ça, puis vous, la paperasse, ce n'est pas votre domaine, bien pourquoi pas demander à quelqu'un de vous accompagner. Assurez de comprendre chacune des clauses. Donc ça revient un peu au point 1 de dire on lit attentivement son bail. Puis de lire attentivement le bail, ça veut dire quoi concrètement? Bien, c'est de prendre le formulaire de bail et de le lire de A à Z
et de se questionner, est-ce que je comprends ce qui est écrit? On tente de repérer les clauses qui pourraient être abusives. Ça, on y reviendra à certains exemples tout à l'heure. Le fait de le faire à l'avance vous permettra de demander à ce qu'elle soit enlevée. Ça évite des ambiguïtés plus tard. Ou si vous vous rendez compte qu'il y a un paquet de clauses abusives dans le bail que vous vous apprêtez à signer, bien, peut-être que vous allez dire « je vais changer de résidence ». Finalement, ça ne m'intéresse pas de faire affaire avec un propriétaire qui met ce type de clause-là dans le bail. Ah, voilà, Rose est là. Qu'est-ce que Rose veut nous dire à l'heure actuelle? En fait, Rose, justement, est dans la situation que je vous parlais un peu plus tôt. Elle a toujours été en maison, elle avait sa maison, elle était autonome, mais là, c'est trop compliqué pour elle, ça ne tente plus d'entretenir son grand terrain, donc elle décide d'aller en résidence, mais elle, ça la stresse. Elle a déjà entendu qu'elle avait des droits, elle le sait qu'il y a des droits qui existent, mais elle ne sait pas lesquels. Elle le sait que si quelqu'un lui fait certaines pressions pour signer rapidement, elle pourrait être appelée à dire oui, même si elle n'a pas eu le temps de le lire. Donc, ce que Rose va faire, elle va appeler sa fille ou son fils, puis elle va vérifier une date avec eux qui sont disponibles, puis elle va leur demander de venir avec elle, juste pour s'assurer que tout se passe bien, puis de diminuer son niveau de stress à ce moment-là aussi. Quel genre de clauses sont considérées comme abusives? Bien, le fait qu'une résidence réclame un dépôt, c'est illégal. La résidence qui vient écrire dans le bail, qui peut mettre fin au bail à n'importe quel moment sans préavis, c'est illégal aussi. On réclame des frais supplémentaires pour préparer le logement avant votre revenu, c'est-à-dire que vous avez convenu de payer un montant, exemple, je ne sais pas, de 1 000 $ par mois pour le paiement du loyer, puis là, finalement, les dernières minutes, on vous dit, bien, il faut payer 500 de plus ce mois-ci parce qu'on doit préparer la chambre. On doit préparer le logement. Ce n'est pas légal. Une clause qui prévoit l'augmentation du loyer en fonction du nombre d'occupants non plus. Ça, c'est toutes des choses qui sont illégales. Je vous nomme ceux-là, il y en a un paquet d'autres. Si vous lisez un bail, puis vous vous dites « Ah, ça me chicote », que vous n'avez pas personne pour vous accompagner, bien, vous allez voir au cours de la présentation, il y a différents organismes, entre autres le Centre de justice de proximité qui peut vous accompagner là-dedans. Vous nous appelez, vous dites « Dans mon bail, c'est écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à ça? » Puis on va vous donner de l'information. Les fameux services accessoires. Les services accessoires en matière de résidence privée pour personnes âgées, en fait, c'est des services supplémentaires qui sont offerts en plus de pouvoir jouir de son logement. La loi prévoit que si la résidence en offre, il faut absolument que le formulaire de bail obligatoire prévu par le tribunal administratif du logement. Parenthèse, je vais parler du tribunal administratif du logement plus d'une fois aujourd'hui. C'est anciennement ce qu'on appelait la régie du loyer ou la régie du logement. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'ils ont changé de nom là, dans les derniers mois. Donc, en plus de devoir fournir le formulaire de bail obligatoire prévu par le tribunal administratif du logement, ça doit être accompagné de l'annexe 6. Quel genre de services peuvent être considérés comme accessoires? Il y a les soins infirmiers, les services de repas, l'aide domestique, exemple, aide à l'hygiène, aide d'habillement, ce genre de choses-là. Et l'annexe 6, ça ressemble à ça. C'est exactement ce formulaire-là qui doit être utilisé. Puis voyez-vous, c'est écrit même sur le formulaire obligatoire. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais je vous le dis tout de suite, sachez que c'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est respectée dans tous les cas. Et c'est pour cette raison qu'on est là ce matin pour attirer votre attention sur ces éléments-là. Quand il y a des services accessoires, le propriétaire a plusieurs obligations. La principale, c'est d'indiquer le coût de chacun des services pour que le locataire sache d'avance combien ça va lui coûter pour qu'il puisse accepter ou non avant de s'engager. Maintenir les services apparaissant à l'annexe pour toute la durée du bail au coût indiqué, puis évidemment, bon, toute la durée. Ça, c'est la partie 1 de l'annexe 6. Quand je vous mets les exemples d'annexes ou les exemples de formulaires, vous allez voir, ça va revenir quelques fois là, durant la présentation. C'est parce que j'aimerais ça que vous les appreniez par cœur, puis on va faire un quiz à la fin. J'aimerais ça que quelqu'un me cite chacun de ces formulaires-là. Évidemment, c'est une blague, OK? Donc, tous les formulaires que vous allez voir aujourd'hui sont sur le site du tribunal administratif du logement. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Ils sont accessibles pour tout le monde. C'est gratuit. Si vous ne savez pas où aller les chercher, bien, vous allez nous appeler et on va vous guider. C'est juste pour vous donner un exemple visuel
de ce à quoi ça peut ressembler. Rose intègre la résidence pour personnes âgées, puis elle, ce qu'elle dit, c'est « Ah, moi, je trouve ça intéressant. Bibliothèque, ça m'intéresse. Salle d'entraînement physique, je vais me tenir en forme, ça m'intéresse aussi. Puis l'aire de repos, je veux avoir accès à ça. » Là, elle est rendue à la partie 2 au niveau des services personnels, puis elle dit « Bon, déjeuner, dîner, souper, évidemment. Puis moi, je suis une personne qui est atteinte de diabète, donc je veux un menu adapté pour les diabétiques. » Par contre, malgré que Rose ait coché ces éléments-là, il n'y a pas de prix indiqué. Rose, elle s'informe à son propriétaire, puis le propriétaire, ce qu'il dit, c'est non, je ne peux pas venir indiquer le prix tout de suite parce que ça va varier d'un mois à un autre. Donc, je ne peux pas te le mettre parce que je vais être obligée de venir le barrer à chaque mois. Bien, Rose, ce qu'elle va dire à son propriétaire, parce qu'elle a participé à la séance d'information d'aujourd'hui, elle va dire, monsieur le propriétaire, tout est dans la politesse, évidemment, hein, tout se dit, ça dépend de la façon dont on le dit. Rose, elle va dire, monsieur le propriétaire, en vertu de la loi, n'est-il pas exact qu'on doit inscrire tout de suite le prix parce que le prix ne variera pas d'un mois à un autre? Le propriétaire va faire, ah, Rose est au courant de ses droits. On va peut-être pas y en passer une petite vite à elle. Donc, ils vont venir inscrire le prix du loyer, le prix de ce service-là, puis ça va être le même jusqu'à la fin de son bail. Le locataire, voyez-vous ici là, ce qui est entouré en vert, le locataire, donc le propriétaire, doit fournir le logement et maintenir l'ensemble des services, des accessoires et dépendances pour lesquels le locataire s'engage à payer le loyer. Donc, la loi le prévoit, mais même le formulaire reprend ces termes-là, comme quoi l'information est accessible à tous. C'est le prix le même jusqu'à la fin. La résidence pourrait même dire on va prévoir des services additionnels à ceux qui ne sont pas déjà prévus par le formulaire du tribunal administratif du logement. Si c'est le cas, il faut absolument là, que le propriétaire fournisse une liste qui remet au locataire avec les services et encore une fois les coûts associés à chacun. Avez-vous des questions par rapport à ça? Parce que les services accessoires, ça suscite certaines questions. Là, quoi que je vous demande si vous avez des questions, mais on a convenu dès le début que les questions allaient être à la fin. Ça va bien, hein? Le professeur n'écoute même pas ses consignes, ça va être beau tantôt. Je vous invite à prendre le temps, dans ce cas-là, je vais le reformuler autrement, et inscrire vos questions dans le chat si jamais vous en avez par rapport aux services accessoires. La modification du bail. Donc, ça, c'est intéressant aussi. On a beaucoup de questions au Centre de justice de proximité par rapport à ça. Est-ce qu'on peut modifier en cours de route? Est-ce que je peux décider, moi, en tant que locataire, de modifier certaines choses? Bon, on va regarder ça. La règle générale, c'est que le bail va se renouveler automatiquement à sa fin et aux mêmes conditions. Ce qu'on appelle une reconduction du principe, c'est un article très précis dans le Code civil qui prévoit un droit au locataire au maintien dans les lieux. Ce qui fait que même à l'arrivée de la dernière journée du bail, le bail va se renouveler. On n'a pas besoin de rien faire, ça se fait automatiquement. Donc, ça nous accorde une protection de dire, bien, je sais qu'il m'arrive demain, même si mon bail se termine, j'ai quand même un toit au-dessus de la tête. Si on veut faire une modification, ça impose donc au locataire, au propriétaire, d'être proactif, de faire une action. Et qu'est-ce qu'on attend de lui? La loi lui impose d'aviser par écrit le locataire dans les délais qui sont prévus par la loi. Quel genre de modification il pourrait vouloir faire? Bien, il pourrait vouloir augmenter le coût du loyer. Il pourrait vouloir le baisser aussi, mais ça, je n'ai pas vu ça souvent. Il pourrait vouloir modifier certaines conditions au bail aussi, les repas, les services qui sont admis ou non, un paquet d'affaires, mais il y a des délais pour ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux 2 jours avant la fin du bail envoyer à Rose un avis pour lui dire, ben dans 2 jours, il y a un nouveau bail, donc j'en profite, là, sache-le, le loyer, au lieu de coûter 1000, va coûter 1300. Si tu apprends à laisser, si tu n'es pas contente, Rose, va-t'en. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La loi a prévu des délais justement pour permettre aux gens de prendre une décision de façon posée, libre et éclairée, puis savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Quels sont les délais? Ça dépend de la durée de notre bail. Si notre bail est d'une durée d'1 an et plus, l'avis de modification doit être envoyé 3 à 6 mois avant la fin du bail. Si le bail est d'une durée de moins de 12 mois, 1 à 2 mois avant la fin du bail. Et si je n'ai pas de durée prévue à mon bail, bien, ça va être 1 à 2 mois.
Voilà, Rose. Le propriétaire de Rose veut modifier le coût pour les repas. Donc, il sait, Rose, elle y a dit tantôt, tu ne peux pas faire ça à chaque mois en cours de route. Donc, le propriétaire s'est mis une note dans son calendrier puis il a dit, ben, je vais en profiter d'abord, quand la loi me le permettra, d'envoyer un avis puis de tenir compte justement peut-être du coût plus élevé des aliments, ce genre de choses-là pour augmenter le loyer. Donc, Rose a un bail qui débute le 1er juillet et qui va se terminer le 30 juin de l'année prochaine. Ce qui veut dire que le propriétaire va devoir envoyer l'avis de modification de bail entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc, c'est le délai qu'il aura pour envoyer cet avis. Dépasser le délai, qu'est-ce qui arrive? Bien, Rose peut refuser toutes les modifications, on peut dire non, on est hors délai, donc il va falloir t'attendre à l'année prochaine pour te faire cette demande. Avis d'augmentation de loyer, encore un formulaire qui est disponible sur le site Internet, c'est gratuit. Ça reprend exactement ce que le Code civil du Québec vient prévoir. Et vous avez vu, on va le revoir le formulaire un peu plus tard, mais ça offre aussi des options aux locataires. C'est-à-dire que Rose, qui reçoit cet avis-là, exemple, on est en février, elle reçoit un avis. Madame Rose, j'espère que vous allez bien. Sachez qu'à partir du 1er juillet, quand votre bail va se renouveler, le coût des repas va être augmenté de tant %, ce qui fait en sorte que ça va coûter tant par mois maintenant. Rose fait quoi avec ça? Est-ce qu'elle est obligée d'accepter? Non. Est-ce qu'elle peut accepter? Oui. Donc, ses choix, c'est soit d'accepter les modifications qui sont proposées, soit les refuser, ou soit informer qu'elle désire quitter, tout simplement. Donc, voyez-vous, c'est exactement les mêmes choix qui sont repris sur l'avis de réponse que Rose devra envoyer à son propriétaire. Donc, soit j'accepte, soit je ne renouvelle pas, ou soit je refuse les modifications. Et je désire renouveler mon bail. J'attire votre attention dans le dernier élément. Je refuse les modifications et je renouvelle mon bail. Il y a une situation où ce n'est pas possible pour le locataire de choisir cette option-là. Entre autres, quand l'immeuble a été construit depuis 5 ans ou moins. Là, le locataire n'a pas ce loisir-là. Donc, soit qu'il accepte, soit il quitte. Là, j'ai mis ça en rouge. C'est pas pour rien. Je l'ai même mis en majuscule. C'est pas pour rien. C'est super important. Si Rose reçoit cet avis-là de modification du bail, le propriétaire a eu des obligations quant au délai. Rose en a aussi. Donc, dans sa réponse qu'elle va envoyer au locataire, au propriétaire, elle a 1 mois suite à la réception de l'avis pour l'informer de son choix. Sinon, quoi? Bien, sinon, le locataire est réputé avoir accepté les modifications. Donc, l'impact que ça va avoir, c'est que le bail va être renouvelé selon les nouvelles conditions. Rose a reçu son avis au mois de février. Au mois de février, elle s'est dit « Ah, mon bail se renouvelle en juillet, j'en masse le temps, je vais mettre ça dans mon classeur. Puis, je reprendrai ça un autre tantôt à tête reposée. » Il arrive ce qui va arriver. Rose, elle l'a oublié. Donc, le 1er juillet, continue de faire son paiement comme avant. Le 3 juillet, son propriétaire l'appelle et dit « Rose, j'ai bien reçu ton paiement, mais quand est-ce que tu comptes me payer la balance, considérant maintenant qu'il y a eu une augmentation du coût de tel service? » Rose a dit « Ben, je suis pas... J'ai reçu un avis, là, il me semble, il y a une couple de mois, mais je n'ai jamais dit que j'acceptais ça. » Rose va s'informer auprès d'un centre de justice de proximité, par exemple, puis va apprendre qu'elle avait 1 mois. Dépassé ce délai-là, elle est réputée avoir accepté, donc le bail va se renouveler avec les conditions proposées par le propriétaire. Donc, très important, si vous recevez l'avis et que vous n'êtes pas disposé à y répondre tout de suite, affichez-le sur le frigidaire, mettez-vous une alarme dans votre téléphone, mettez ça dans votre agenda, mais le délai est très important. Si le locataire refuse, donc parenthèse, on se souvient, il y a l'exception de l'immeuble construit depuis 5 ans ou moins, ça, on ne peut pas refuser. La seule option qu'on a, c'est de quitter. Mais dans tous les autres cas, on l'a vu, parmi les 3 options, il y avait celle que le locataire refuse. Qu'est-ce que le propriétaire peut faire dans ces circonstances-là? Il ne peut rien faire. Il peut dire, OK, Rose, elle a refusé, bon, ben pour cette année, je vais laisser ça comme ça. Donc, le bail va être renouvelé sans les modifications. Il pourrait décider de s'adresser au tribunal administratif du logement pour que ce soit le tribunal qui vienne trancher si les modifications sont correctes ou non. Il doit le faire dans un délai d'1 mois suivant la réception de la réponse de Rose. Très important.
Ou il pourrait décider d'engager tout simplement des négociations avec le locataire. Parce que le locataire pourrait dire, moi, je refuse parce que je trouve ça trop élevé, je trouve ça déraisonnable comme augmentation, mais je ne suis pas fermée à l'idée. Donc, c'est possible de convenir d'un montant en négociation. Jusque-là, ça va. Je ne parle pas trop vite non plus. Ça va très bien. Parfait. Donc, au niveau des modifications de bail, ce qu'on retient, règle générale, un bail doit être respecté tant du locataire que du propriétaire jusqu'à sa fin. Si on veut apporter des modifications, que ce soit au niveau du loyer ou certaines clauses dans le bail, autres, il y a des délais pour le faire et il y a un avis à envoyer. Le locataire, ce qu'il doit retenir, c'est le délai de 1 mois pour répondre suivant la réception de l'avis de modification. Au niveau de la résiliation du bail, c'est aussi très intéressant. Règle générale, le bail se continue jusqu'à sa date de fin. On l'a dit tantôt, hein, le bail, si on le réduit à sa plus simple expression, c'est un contrat. Et un contrat, la règle, c'est qu'on le respecte. Sinon, ce serait complètement chaotique au niveau de la gestion de la société, là. Donc, on le respecte du début à la fin, tant le locataire que le propriétaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe aucune option en matière de résidence ou de logement qui me permet de résilier avant terme mon bail? Non. Évidemment, c'est une règle générale, mais en droit, pour faire ça compliqué, il faut mettre des exceptions. Donc, Rose est là. Rose, elle s'est rendue compte, finalement, elle est rendue au mois de décembre, ça fait à peu près une couple de mois qu'elle est dans sa nouvelle résidence. Elle s'attendait à ce que ça bouge un peu plus, que les résidents soient un petit peu plus dynamiques, qu'elle puisse se trouver des amis avec qui jaser, tout ça. Puis finalement, c'est pas ça qui arrive. Donc, elle n'est pas maltraitée, rien de ça, là. Tout va bien. Le propriétaire respecte ses obligations, mais elle s'attendait à quelque chose. Donc, elle commence à regarder dans le journal, voir s'il n'y a pas des places ailleurs. Puis, oh, il y en a une qui serait disponible en février. Donc, elle est super contente de ça. Là, finalement, bon, elle reçoit sa fille à souper, puis elle se met à en parler. Elle dit, hey, Josée, je suis vraiment contente, là, je vais changer de résidence en février prochain. C'est écrit en plus dans l'annonce, équipe dynamique, donc ça m'enchante, je suis complètement emballée de ça. Josée a dit à sa mère, es-tu sûr que tu peux résilier un bail comme ça, que tu peux casser ton bail en février? C'était pas le 30 juin ta date? Puis là, Rose a dit, ben oui, mais on peut casser un bail n'importe quand, tant qu'on paye 3 mois de loyer. Puis là, Josée a dit, ah, tu me mets un doute, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça, cette règle du 3 mois-là. Qu'est-ce qui arrive? Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, ils prennent le téléphone, ils appellent au centre de justice de proximité. Je réponds au téléphone, puis je leur explique. Les filles, la règle générale, c'est qu'on respecte le bail jusqu'à la fin. Si jamais on ne le fait pas, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, le propriétaire peut nous poursuivre pour qu'on paye le loyer jusqu'à la fin. Donc, le fameux délai de 3 mois de loyer, ça n'existe pas, c'est un mythe. Il n'y a aucune règle dans le Code civil du Québec qui vient dire qu'on peut casser son bail avant terme en payant seulement 3 mois de loyer. Par contre, c'est nuancé par le fait que le propriétaire doit quand même faire certaines démarches pour essayer de relouer. Et s'il reloue, évidemment, il ne peut pas encaisser 2 chèques. Il ne peut pas s'enrichir sur le dos d'un ou l'autre des locataires. Mais la règle générale est que le propriétaire pourrait entreprendre une démarche pour dire, bien, si tu étais engagé jusqu'à la fin juin, moi, j'ai besoin des loyers jusqu'à la fin juin parce que j'ai mes engagements de mon côté qui continuent, que je ne peux pas arrêter parce que toi, tu as décidé d'aller ailleurs. Il n'y a rien qui empêche Rose, par exemple, si Rose est en moyen et qu'elle a beaucoup d'argent, de payer 2 loyers en même temps. Ça, il n'y a absolument rien qui l'empêche. Mais l'obligation principale du locataire, c'est de payer son logement jusqu'à la fin. Si Rose décide de ne pas renouveler son bail, par exemple, qu'elle dit 30 juin, ça va être ma délai au propriétaire, et c'est exactement les mêmes délais que ceux qu'on a vus tantôt. Donc, je ne repasse pas le tableau avec vous, vous l'aurez dans la diapositive, mais si je veux renouveler mon bail, j'ai un avis envoyé dans un maximum de 3 à 6 mois avant la fin pour un bail d'une durée d'1 an. Si c'est le propriétaire qui veut résilier le bail, il arrive quoi?
Ça, c'est une autre affaire. Parce qu'on disait tantôt, hein, le locataire jouit du droit au maintien dans les lieux, ce qui fait qu'une reconduction automatique du bail. L'impact juridique que ça a, c'est que le propriétaire doit offrir le logement pour une reconduction. Donc, il ne peut pas le relouer, à moins d'avoir reçu l'avis de non-renouvellement, à moins de s'être entendu avec le locataire ou à moins d'être dans ces 3 cas spécifiques-là qui sont présentés à l'écran. C'est quoi les cas? La reprise de logement. Exemple, le propriétaire veut reprendre le logement pour habiter quelqu'un de sa famille. Ça peut être un exemple. Le propriétaire veut faire une éviction pour agrandir ou subdiviser le logement. C'est possible aussi, mais il y a une obligation d'envoyer un avis, encore une fois, dans un certain délai. Je ne rentre pas dans les menus détails par rapport à ça, mais j'attire votre attention. Et le 3e élément, évidemment, si le locataire ne respecte pas les obligations prévues par la loi et que le propriétaire s'adresse au tribunal administratif du logement et qu'il y a un jugement qui prévoit que le bail est résilié et l'expulsion des occupants, bien, le propriétaire, à ce moment-là, est en droit de réclamer l'ordonnance, tout simplement. Ça va toujours pour tout le monde? Parfait. Donc, Rose est revenue encore. Elle a vécu une situation particulière. En fait, son propriétaire est venu la voir au mois de, disons, mai. Il est venu la voir au mois de mai, puis elle dit « Ah là, Rose, moi, j'ai une liste d'attente de gens qui veulent rentrer à la résidence, là, puis on a l'air vraiment intéressant. Donc, juste pour te dire, là, je t'avise d'avance au moins, là, je suis gentille. Sache que le 30 juin, ça va être ta dernière journée. Donc, déjà, là, commence à regarder les annonces pour partir. Rose, ben, si on prend l'exemple de tantôt, Rose va peut-être sauter sur l'occasion pour dire parfait, je vais aller à l'autre résidence, mais si Rose est bien où elle est là, le propriétaire ne peut pas décider de ne pas renouveler automatiquement le bail à moins qu'il soit dans ces conditions-là. Une des exceptions où même ce n'est pas possible pour le propriétaire de faire une reprise de logement, donc le premier cas que vous voyez à l'écran, si le locataire est âgé de 70 ans et plus et que ça fait 10 ans et plus qu'il est dans le logement, à ce moment-là, le propriétaire n'aura pas cette option-là de reprise de logement. On disait qu'il existe la règle générale, mais qu'il existe des exceptions. Évidemment, il y a des droits qui sont accordés à des locataires qui sont dans des situations exceptionnelles. On parle, exemple, d'un handicap empêchant la personne de s'occuper de son logement. L'état de santé faisant en sorte que la personne est admise soit dans un CHSLD, soit dans une résidence privée, dans une résidence intermédiaire ou dans tout autre lieu d'hébergement où elle peut recevoir des soins que nécessite son état de santé. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut tasser la règle générale qui dit qu'on est obligé de rester jusqu'à la fin et de payer jusqu'à la fin. Si on est dans une de ces situations-là, ça ouvre la possibilité à entreprendre une procédure de résiliation avant terme. Il y a une obligation, par contre, c'est d'aviser le propriétaire par écrit et l'avis doit mentionner l'intention de quitter le logement, les raisons qui justifient le départ, la date prévue pour le départ et la signature du locataire. On voit ici, Rose est de retour. Rose était dans un logement, était dans un condo, en fait. Elle louait une unité de condo, tout se passait bien, puis finalement, elle s'est rendue compte que tranquillement, elle s'en allait vers une perte d'autonomie. Donc, elle ne pouvait plus gérer ça toute seule. Donc, elle veut intégrer une résidence où elle va avoir certains soins, certains encadrements, ça la rassure. Mais là, ce qui arrive, c'est que son logement est loué jusqu'au 30 juin. Puis là, on est en décembre. Donc là, elle se dit, est-ce que je suis obligée de payer tous ces mois-là? Non. Une fois qu'on a envoyé l'avis, je vais passer tout de suite à l'autre, puis on reviendra à celle-là après. L'avis pour la prise d'effet, c'est d'une durée, en fait, si le bail est d'une durée de 1 an et plus, la résiliation va prendre effet 2 mois après l'envoi de l'avis. Si le bail est à durée indéterminée ou moins d'un an, c'est 1 mois après l'envoi de l'avis. Donc ça, la question de Rose qui se demandait, est-ce que je suis obligée de payer jusqu'au mois de juin? La réponse est non.
OK? Donc, à ce moment-là, elle doit payer jusqu'à la date de l'envoi de l'avis. Donc, 1 an et plus, 2 mois, moins d'1 an, 1 mois, sauf si entente ou relocation. Et là, je vais revenir sur la diapositive d'avant. Il y a possibilité de vérifier avec son propriétaire pour s'entendre à l'amiable. Évidemment, souvent, on n'y pense pas. Souvent, on oublie la force du dialogue, le pouvoir du dialogue, tout simplement. Mais Rose, elle s'est toujours très bien entendue avec Jacques, le propriétaire de son condo. Là, elle se dit 2 mois. Bon, je sais que je suis obligée en vertu de la loi, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Je vais appeler Jacques pour voir. Je vais y en parler, puis je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Dans ce cas-là, elle a été chanceuse. Jacques n'a pas dit « OK, je te ferai pas payer le 2 mois, mais je vais te faire payer juste que moi, ça me coûte. Je ne te demanderai pas le montant supplémentaire pour faire un revenu avec ça. » Donc, Rose est contente, elle a réussi à sauver un montant d'argent. Le fait de pouvoir s'entendre à l'amiable, est-ce que ça oblige le propriétaire à s'entendre à l'amiable qui a diminué le montant du 2 mois? Pas du tout. Le propriétaire a le droit de le réclamer. Mais le fait de s'asseoir et d'en discuter, ça peut être un plus. Aussi, on l'a vu tantôt, c'est le même principe. Si le propriétaire reloue entre-temps, il n'est pas possible pour lui de réclamer 2 loyers à 2 personnes pour le même mois. Il ne peut pas s'enrichir. J'ai passé tantôt ce qui est important, qu'il soit inscrit sur l'avis. Et encore une fois, vous voyez, là, ça, c'est le formulaire, il est accessible facilement. L'avis que la personne doit envoyer doit être accompagné de certains documents. Ça fait une attestation par l'autorité concernée prouvant que la personne est admise. Donc, exemple, la résidence où la personne doit aller en raison de son handicap. Et ça fait aussi un certificat par une personne autorisée qui atteste que la personne satisfait aux conditions d'admission pour son hébergement. Donc, ça prend ces documents-là. Ça peut être, par exemple, un professionnel de la santé, travailleur social, médecin. Donc, c'est important d'avoir les documents dans le but d'éviter que certaines personnes utilisent cette exception-là pour mettre fin au bail avant terme alors qu'elles ne rencontrent pas réellement les critères et que ce soit une façon détournée de mettre fin au bail et de payer seulement 2 mois. Donc, une fois qu'on a tous ces documents-là, on envoie l'avis de résiliation de bail, exemple, suite à l'admission du locataire dans un CHSLD. Puis, à ce moment-là, le propriétaire va résilier le bail. Un élément important par rapport à ça, on parlait de trucs, astuces tantôt. À partir du moment où vous envoyez un avis au propriétaire, que ce soit un avis de non-renouvellement, que ce soit, là, dans ce cas-ci, un avis de résiliation parce que j'intègre un endroit pour ma santé, sachez qu'en tout temps, vous pouvez vous conserver une preuve de réception de cet avis-là. OK? La loi ne vous l'oblige pas. Par contre, si vous avez un litige avec cette situation-là plus tard, puis que vous n'avez pas de preuve de réception de l'avis, ça peut devenir plus complexe, plus ambigu. Qui dit ambigu dit zone grise dit plus de temps, peut-être plus de débats, plus de négociations par rapport à ça, tandis que si on a notre preuve de réception, bien, des fois, ça règle bien des problèmes. Donc ça, on l'a vu, ça va. Parfait, ça aussi. Donc là, je vais juste regarder l'heure et mes notes pour voir si on arrive ou si je file à vitesse encore plus grande V. Là, on est dans le cas de la résiliation de bail. Parfait. Non, ça va. Parce que je veux laisser aussi, je veux pas que... En fait, ce qui arrive, c'est que si je parle trop longtemps, c'est Mme Dessureau qui va être coupée à la fin, puis ça, je veux surtout pas que ça arrive. Je me compte assez chanceux de l'avoir avec nous ce matin, mais ça va. On est dans les temps. Donc, on poursuit. Au niveau de la résiliation du bail, ben, on parlait de résidence tantôt, on parle de résidence ce matin. On a dit que c'était possible d'avoir des services accessoires. On parlait de l'annexe 6 un peu plus tôt. Ben, la résiliation va toucher ces services-là aussi, mais il y a des règles particulières. Plutôt que de devoir continuer de payer ces services-là pendant 2 mois, ce qui va être exigé, c'est seulement le paiement pour des services qui ont effectivement, réellement été reçus avant de quitter. Okay? Donc, ça, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les payer pour le 2 mois complet. Donc, prenons la situation où Rose quitte au mois de décembre. Elle envoie son avis de résiliation le 1er décembre. La résiliation va prendre effet le janvier, février, 1er février. Donc, elle va payer le loyer pour le mois de janvier, février.
Pour les services, étant donné qu'elle s'en va dès le 1er décembre, elle n'aura pas à les payer. Évidemment, il faut faire attention avec ça. Ça donne un droit au locataire, mais il ne faut pas que le locataire, s'il arrête de payer, il s'attende quand même à les recevoir. Ça, c'est clair. Si on ne les paye pas, on ne les reçoit pas. Mais si on ne veut pas les recevoir, on n'est pas obligé de les payer. C'est ce que la loi vient faire. Ça offre une certaine protection par rapport à ça. L'abandon du logement, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par abandon? Bien, je vous dirais que généralement, une personne peut abandonner son logement, sa résidence pour des motifs de santé ou de sécurité. Dans le cas d'un immeuble à logement, c'est clairement prévu, c'est une possibilité d'abandonner le logement s'il devient impropre à l'habitation. Impropre à l'habitation, c'est des cas où il y a une menace sérieuse pour la santé de la personne. Exemple, il y a des moisissures. Ça peut être une situation où le logement est impropre à l'habitation. Et là, si on ne crée pas de règles particulières pour ces situations-là, ça repose sur les épaules du locataire d'entreprendre des démarches qui sont parfois longues auprès du tribunal administratif du logement. Donc, on est venu créer une espèce de brèche dans la loi pour accorder un recours exceptionnel, une procédure exceptionnelle pour que ce soit plus rapide. Donc, le locataire envoie un avis de 10 jours, puis il quitte le logement. Donc, l'avis de 10 jours, ça peut être soit avant l'abandon ou soit après l'abandon. Si l'avis est envoyé en bonne et due forme, bien, ça fait en sorte que le locataire est obligé de payer le temps que le logement est impropre à l'habitation. Dans un bail avec une résidence privée, il arrive des situations où la santé des résidents, malheureusement, est mise en péril. À ce moment-là, les CIS ou CIUS vont parfois procéder à une évacuation. Ça arrive, ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Bien, évidemment, il n'y a pas de période, il n'y a pas de paiement de loyer prévu. C'est à cause du propriétaire que ça arrive, donc on n'exige pas le paiement du loyer. Et le locataire, une fois que la période est terminée, c'est-à-dire que il n'y a plus de menace, le propriétaire a fait ce qu'il fallait pour régler la situation, tout est beau au niveau de la santé, de la sécurité, le locataire a le droit de refuser de réintégrer le logement. Ça, c'est une particularité pour les résidences privées. Également, ça peut arriver des situations où on est dans le cas d'une résidence privée. Si la résidence perd sa certification ou ferme ses portes, qu'est-ce qui arrive? Bien, là aussi, il y a des possibilités pour le locataire, soit de mettre fin au bail en envoyant un avis de 15 jours, soit de s'adresser au CIS ou au CIUS pour obtenir de l'aide pour trouver une autre résidence. Parce que ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive de temps en temps où les gens du milieu de la santé doivent s'en mêler parce qu'on se rend compte qu'il y a une résidence en particulier où c'est vraiment, soit c'est complètement insalubre ou que les règles sanitaires ne sont pas respectées. Quand je parle de règles sanitaires, pas nécessairement celles liées à la COVID, on s'entend, là, mais dans un sens plus large. Et la raison pour laquelle, je vous dirais en matière de bail, un immeuble à logement, tout simplement, il n'y a pas ces règles-là particulières où un CIUS pourrait intervenir. Pourquoi, dans le cas des résidences, on vient créer cette option-là pour le CIUS d'intervenir? Bien, c'est qu'on considère que les aînés, les personnes âgées, pour certains, c'est des gens qui sont vulnérables. Donc, parfois, il y a besoin d'une certaine aide extérieure pour venir les aider, protéger leurs droits, leurs intérêts. Cas particulier du décès du locataire, il y a deux possibilités, ce qu'on va voir ce matin, soit le locataire habitait seul, soit le locataire habitait avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui arrive si le locataire habitait seul? Le bail peut être résilié par le liquidateur ou un héritier s'il n'y a pas de liquidateur dans les 6 mois suivant le décès, avec un avis de 2 mois au locataire. Donc, les délais à retenir, c'est que ça doit être fait maximum dans les 6 mois suivant le décès, puis ça prend un avis de 2 mois. Donc, on a maximum 6 mois pour envoyer cet avis de 2 mois-là, puis la prise d'effet de la résiliation, ça va être 2 mois plus tard. C'est les mêmes principes, les mêmes délais qu'on a vus un peu plus tôt. Le liquidateur ou l'héritier est tenu de payer le loyer jusqu'à la résiliation, donc pour 2 mois. Et encore une fois, il y a l'exception des services qui se rattachent à la personne, les services accessoires. Le paiement est exigé seulement pour ceux qui ont été effectivement reçus du vivant de la personne. Si le locataire vit avec une autre personne, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'autre personne, l'occupant, que son nom n'est pas sur le bail, par exemple, peut avoir des droits. C'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer d'habiter le même logement si elle avise le propriétaire
dans les 2 mois suivant le décès, qu'elle a l'intention de continuer de l'habiter. Encore une fois, il y a un formulaire qui existe pour ça, c'est prévu, c'est simple, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de grosse rédaction à faire sur ces documents-là, c'est vraiment très bien fait. Et l'impact juridique, l'effet juridique que ça va avoir sur cette personne-là, c'est qu'elle va prendre la place de la personne décédée, elle va devenir locataire. Exigences particulières pour les conjoints de fait ou les parents, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas, par exemple, époux, quelque chose comme ça, ça prend un 6 mois de cohabitation pour la prise d'effet de ce droit-là. Qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas? C'est-à-dire, moi, j'habite avec quelqu'un, mon nom n'est pas sur le bail, la personne, malheureusement, décède, qu'est-ce que je fais? Si je ne fais pas les démarches dans le délai prévu, c'est-à-dire à l'expiration du 2 mois suivant le décès, le liquidateur ou l'héritier va pouvoir résilier le bail. Donc, ce qu'on a vu tantôt quand la personne habitait seule, il va pouvoir mettre ça en branle. Ça va faire en sorte que si moi, je dépasse mon délai de 2 mois, ben, je vais perdre mon droit de pouvoir rester locataire. Encore une fois, je le répète, ça, c'est la loi. OK? Derrière la loi, il y a toujours les humains. Puis les humains, on est capable de se parler. Il y a certains humains qui ne sont pas capables de bien se parler entre eux, ça se peut. Mais si on est dans une situation comme celle-là, puis qu'on est 2 mois plus 6 jours, puis moi, je veux rester dans le logement, est-ce que parce que la loi dit 2 mois, si j'ai dépassé, j'ai absolument plus de droit, je ne peux plus essayer de négocier? Pas du tout. Si on a dépassé le délai, on peut discuter avec le propriétaire, on peut discuter avec le liquidateur, puis peut-être que ça va convenir à tout le monde. Si c'est le cas, truc, astuce, prévoyez-le par écrit, faites signer tout le monde pour être sûr que vous n'ayez pas de problème par après. La preuve verbale, le témoignage est un élément valide en cours, mais c'est plus complexe que de simplement déposer un document que le tribunal peut prendre connaissance. Voilà, le fameux avis en cas de décès. Trucs et astuces au niveau du décès de la personne. Tentez de vous entendre avec le propriétaire, évidemment. Et là, tentez de vous entendre avec le propriétaire. J'ouvre une parenthèse. On parle de décès. C'est très émotif. La gestion des émotions négatives, on n'est pas souvent, on n'est pas les meilleurs là, pour se gérer dans cette période-là. C'est excessivement douloureux. On a un paquet d'affaires à penser en plus, là, ce qui fait qu'on se retrouve parfois, on a l'impression d'être pris dans une espèce de tempête. Donc, s'entendre à l'amiable, des fois, ça peut paraître difficile parce que si mon propriétaire me dit quelque chose sur un certain ton, bien, ça se peut, étant donné que je suis plus à faire de peau, que ce soit plus difficile. Mais sachez que la première étape, quand on a une situation comme celle-là, tout le monde a à y gagner, d'essayer d'aller voir le propriétaire, de dire voici la situation, voici ce que je vis, voici mes besoins. Est-ce qu'on est capable de concilier les besoins de tout le monde? Si oui, tant mieux. Sinon, là, on pensera aux prochaines étapes. Mais ce n'est pas parce que la loi prévoit la possibilité d'aller devant le tribunal qu'on va directement devant le tribunal, parce qu'évidemment, il y a des désavantages à aller devant le tribunal. Il y a un coût financier, il y a un coût humain, c'est stressant, tout ça. Donc, le fait d'essayer de s'entendre avec le propriétaire, c'est un plus. Si vous le faites, évidemment, possibilité de le mettre par écrit, encore une fois. Possible de s'informer au propriétaire s'il a reloué le logement. Ça va avoir un impact sur ce qu'on a dit un peu plus tôt, sur le fait qu'on n'est pas obligé de payer le fameux 2 mois. Conserver une preuve de réception que le propriétaire a reçu l'avis de résiliation. Vous faire un journal de bord. Quand je parle d'un journal de bord, c'est simplement un document dans lequel vous allez venir inscrire les dates importantes, un résumé de ce qui s'est passé, les personnes à qui vous avez parlé, qu'est-ce qui a été dégagé de ça. Le journal de bord peut s'appliquer à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que les fameuses notes, sur le coup, on se dit « Ah, c'est tellement frais à ma mémoire, c'est tellement évident ce qui s'est passé, j'en prendrai pas. C'est pas grave, je vais m'en souvenir. » Peut-être. Mais force est d'admettre que la mémoire est une faculté qui oublie. Puis des situations conflictuelles, des situations qui dégénèrent, c'est rare que ça se règle en 2 semaines. C'est des situations qui vont être appelées à évoluer dans le temps. Puis si, au surplus, on est obligé d'aller saisir le tribunal de la situation, bien, est-ce que ça se peut qu'on soit entendu dans 1 an, dépasser 1 an? Oui. Puis le fait de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, c'est normal, en fait. Puis je vous dirais même qu'il y a des études qui ont démontré que plus le temps passe, plus on peut s'inventer une réalité qui n'est pas réellement arrivée. Puis ça, la problématique avec ça, c'est que quand vous allez venir pour témoigner en cours, si vous n'êtes pas pris de notes, bien, ça se peut qu'il y ait des trous, ça se peut qu'il y ait des contradictions, puis ça, inévitablement, ça va jouer sur votre crédibilité. Donc, déjà que ce n'est pas facile d'aller témoigner devant un juge, ça vient quand même avec un certain stress pour certaines personnes. Si en plus, on vient se contredire parce qu'on n'est plus sûr,
bien là, des fois, ça peut même nous empêcher de faire valoir notre droit comme il faut, puis ça peut même avoir comme effet qu'on a entrepris notre cours pour pied. Tandis que de prendre des notes de façon contemporaine aux événements, bien, non seulement ça vous évite d'affecter votre crédibilité plus tard par rapport à ça, ça vous permet de vous libérer l'esprit aussi dans un contexte de décès. Là, je le disais tantôt, il y a vraiment beaucoup de choses à penser, un paquet de documents à remplir, un paquet d'appels à faire. Le fait d'aller mettre par écrit comment ça s'est passé, bien, ça évite à notre petit hamster de travailler fort ou de repenser juste à ça quand on se couche le soir. Puis évidemment, bien, ça peut être des notes précieuses pour les témoignages éventuellement. Je veux aborder, ce ne sera pas très long, mais là, on a vu des obligations particulières là, des résidences en matière de bail de logement. On a vu toutes les règles au niveau des services accessoires, le loyer, la résiliation, modification de bail. Mais les résidences pour personnes âgées ont aussi des obligations générales en ce qui a trait à la charte, entre autres, des droits et libertés. Quelles sont ces obligations? Bien évidemment, toute personne est obligée de traiter une autre personne avec dignité, dans le respect de sa vie privée, offrir un endroit propre et sécuritaire, permettre à la personne de prendre elle-même des décisions quant aux soins médicaux qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'on offre des soins avec tel professionnel qu'on est obligé, qu'on va imposer à notre résident d'utiliser ce professionnel-là. On peut utiliser, on peut décider en fait des soins qu'on veut recevoir. Permettre à la personne d'avoir accès à une copie de la politique de lutte contre la maltraitance. Il existe maintenant une loi, ça fait quelques années, le gouvernement a fait une loi visant à lutter contre la maltraitance, qui vient, entre autres, imposer certaines obligations aux résidences pour personnes âgées. Et une de ces obligations-là, c'est de remettre une copie de la politique pour que si une personne a l'impression d'être victime de maltraitance, elle sache exactement à qui s'adresser, quelles sont les prochaines démarches. Permettre de rencontrer les professionnels de la santé, des services sociaux qui font le choix. J'ai inversé les deux tantôt. Là, ce que je vous expliquais, c'est celui-là. Celui par rapport aux soins médicaux, c'est simplement que les propriétaires de résidences doivent être conscients que tant qu'une personne est apte et qu'elle est majeure, elle peut prendre elle-même ses décisions par rapport à ses soins de santé. On ne peut pas lui imposer. Et une autre, je trouvais ça intéressant de vous mentionner, une autre obligation générale des RPA, c'est de fournir des menus variés conformes au guide alimentaire canadien, adaptés aussi aux besoins nutritionnels particuliers de la personne. Je dis etc. parce qu'il y en a un paquet d'autres. Évidemment, là, je pourrais vous donner un cours de 45 heures sur les résidences ce matin. Je ne le ferai pas parce que probablement vous n'êtes pas aussi passionné que moi par le sujet, puis ce n'est pas ça l'objectif de la rencontre, mais ça a permis de faire un survol ensemble. Là, mon objectif à moi ce matin, c'est d'attirer à votre attention qu'il existe des droits. Maintenant, dans le très concret, c'est quoi les droits, c'est quoi les délais? Vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur parce que quand on va se présenter une situation, bien, vous allez vous dire « Ah, semble, on m'a déjà parlé de ça, je sais qu'il existe un cadre par rapport à ça. » Puis, à partir de cette étape-là, vous allez voir, il y a un paquet d'organismes pour vous aider puis vous dire « Bon, à partir de votre situation, voici le droit. » Ça va vous permettre d'être rappelé là, ce qui est dit dans la présentation d'aujourd'hui. Et je le répète, il n'y a rien de ce qui a été dit qui ne peut pas être repris lors d'une rencontre personnalisée. Donc, on a vu le droit. Maintenant, c'est bien beau le droit, mais comment je fais valoir mes droits si jamais la loi n'est pas respectée? Ça, c'est un bout très pertinent. Et évidemment, première étape, c'est de s'informer de ses droits. C'est la base. Parce que ça se peut que vous vous disiez, il semble que j'ai entendu ça à la TV. Ma tante Ginette, elle m'a dit ça à Noël. Mon ami Jacques à la shop m'a dit que c'était de même que ça marchait. Ça se peut que ce soit vrai, mais ça se peut que ce ne soit pas vrai non plus si ces gens-là ne sont pas des juristes ou n'ont pas une connaissance approfondie au niveau du droit. Donc, première étape, si je suis dans une situation qui me chicote, que ça touche mes droits, je m'informe auprès d'organismes qui vont me donner de l'information fiable. Parmi ceux-là, il y a nous, le Centre de justice de proximité. On répond à tous ceux qui sont sur le territoire de la Mauricie là, de façon gratuite. Et il y a le CAAP. Donc, c'est maintenant que je vais passer la parole à Geneviève Dessureau qui va pouvoir nous expliquer l'offre de services là, du Centre d'assistance et d'accompagnement au plaintes. Bien, merci, Maître Allard, de me laisser 5 minutes là, de votre présentation pour parler de nos services au Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Donc, je vais me présenter officiellement. Mon nom, c'est Geneviève Dessureau. Je suis conseillère au mandat RPA. Je
nouvellement depuis 2 ans conseillère au mandat RPA, mais je travaille au centre d'assistance depuis 10 ans. Alors, pour commencer, pour vous parler de notre mandat, c'est un mandat qu'on a eu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation il y a 2 ans. Et ça nous a été confié, oui, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le but de ce mandat-là, c'est d'informer, d'assister et d'accompagner les locataires en RPA sur les questions relatives au bail. Donc, on a aussi, un peu comme le CJP, là, le mandat de donner de l'information quant aux droits et responsabilités des locataires en RPA, donner aussi de l'information sur les droits et responsabilités des propriétaires de RPA. Mais on a aussi un mandat qui est d'assister et d'accompagner dans une démarche de conciliation auprès d'un dirigeant de RPA. Donc, si par exemple, au moment où vous recevez l'avis de renouvellement, vous avez une augmentation, par exemple, de 4-5 % et vous êtes en désaccord avec cette augmentation-là, vous jugez que c'est une augmentation qui est trop grande, vous pouvez décider, comme Maître Allard disait, vous pouvez refuser l'augmentation, mais choisir d'être le maintien dans les lieux. Et notre rôle à ce moment-là, vous faites appel à nous pour qu'on vous aide à monter votre dossier, à préparer les documents qui sont importants et de se présenter devant le dirigeant pour faire valoir votre point de vue et tenter de concilier les points de vue puis trouver une entente qui convient à tout le monde. L'objectif, c'est d'éviter de se présenter au tribunal administratif. Comme Maître Allard le disait, c'est prévu par la loi, c'est un recours auquel vous avez droit, mais on peut toujours tenter de s'entendre à l'amiable et c'est le but là, de notre accompagnement auprès des résidents là, en résidence privée pour aînés. Alors, ça fait j'en profite par exemple pour dire qu'on a le mandat là, RPA qui est nouveau depuis 2 ans, mais tantôt Maître Allard parlait aussi là, des obligations générales des RPA. On a aussi le mandat par le régime d'examen des plaintes de vous accompagner dans une plainte quand il s'agit de la qualité de la nourriture ou de la qualité des soins et services. À ce moment-là, on pourrait aussi vous accompagner dans une démarche de plainte qui serait adressée à la commissaire aux plaintes là, au CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. Donc, quand il s'agit d'obligations générales, on va vers la commissaire aux plaintes. Puis quand il s'agit du bail, bien, à ce moment-là, on peut aussi vous accompagner, répondre aux questions et vous accompagner dans des démarches de conciliation. Ultimement, on vous accompagne aussi là, devant le tribunal administratif ou dans une conciliation qui serait proposée par le tribunal administratif du logement. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Si ça vous convient, j'aurais terminé, Maître Allard. L'idéal pour commencer un suivi avec vous, c'est de vous appeler, on fait état de la situation, puis vous, après ça, vous enclenchez une démarche, vous ouvrez un dossier? Oui, en fait, c'est ça exactement. Dans le fond, j'invite les gens à communiquer avec nous, prendre contact. Ça oblige à rien. Des fois, on fait juste livrer de l'information. La personne réfléchit à tout ça, voit c'est quoi, on lui explique c'est quoi ses options dans la situation que la personne nous présente. Et si toutefois la personne décide d'aller vers une démarche, bien là, à ce moment-là, on peut planifier des rencontres avec la personne pour lui expliquer, là, bon, voici ce qu'on voit de la situation, discuter de ses insatisfactions quand il s'agit du bail. Si c'est une question d'augmentation du coût du loyer, à ce moment-là, on peut réfléchir ensemble sur c'est quoi qui serait approprié pour vous comme augmentation. On se prépare, on monte le dossier, puis après ça, on rencontre le dirigeant. Là. Mais c'est plusieurs étapes. Un premier contact au téléphone où on donne de l'information générale. Après ça, on peut prévoir des rencontres en personne aussi avec le résident pour faciliter la communication. Là. Parfois, c'est nécessaire. Super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Donc, je reprends la parole. S'informer de ses droits, c'est la première étape. Le CJP, le CAAP, parfois aussi, il y a même des comités des usagers qu'on appelle qui sont là dans un but d'information, défense de droits. Donc, vous n'êtes pas seul. S'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est que si vous avez un petit drapeau, une lumière qui allume, vous dites « Ah, ça me chicote, il me semble il y a quelque chose là, de pas correct », vous avez des portes où vous pouvez aller cogner pour qu'on puisse vous aider. Une fois qu'on s'est informé de nos droits, bien là, dans notre tête, ça devrait être plus précis, savoir est-ce que la situation dans laquelle je suis, c'est correct ou c'est pas correct. Si la situation est correcte, bon, bien tant mieux. Si la situation n'est pas correcte, qu'est-ce que je fais?
je peux décider de rien faire et d'accepter la situation telle qu'elle est là. Mais je peux aussi aller vers l'autre option qui est d'essayer de m'entendre à l'amiable. S'entendre à l'amiable, comme je le disais tantôt, c'est simplement d'ouvrir le dialogue avec la personne avec qui on est en conflit, d'essayer de comprendre pourquoi, de un. Si on ne partage pas la même vision, essayer de comprendre pourquoi on ne partage pas la même vision. Est-ce qu'il y a un manque d'informations d'un côté comme de l'autre? Puis si on est capable d'en arriver à une entente, tant mieux. Sinon, ben, il y a quand même d'autres options par la suite. L'autre option, c'est de s'adresser au CAP. Là. Ben, en fait, c'est de faire une plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services, mais le CAP peut vous accompagner dans le processus. S'il n'y a rien de tout ça qui fonctionne, on peut aller vers une prochaine étape qui est d'envoyer une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est quoi? On entend souvent ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une ultime chance qu'on adresse là, à l'autre personne avant d'entreprendre d'autres démarches. C'est un document écrit dans lequel on va venir exiger quelque chose. On va donner un délai raisonnable par rapport à l'ensemble des circonstances pour que la personne puisse le faire. Puis, il va y avoir une phrase là, qui dit à peu près « Je me réserve le droit d'entreprendre d'autres démarches si jamais je n'ai pas de réponse dans les délais. » Donc ça permet d'aviser la personne qu'on est sérieux dans nos démarches. Ça permet de faire un récit chronologique des événements et de dire à la personne, ben, si jamais tu veux me contacter pour qu'on règle ça, je suis disponible. Sinon, ben, sois pas surpris si jamais tu reçois une procédure du tribunal parce que c'est peut-être là que je m'en vais. Le fait d'envoyer une mise en demeure, ce n'est pas un engagement de poursuivre par la suite. Donc, si vous envoyez une mise en demeure qui reste sans réponse, est-ce que si vous avez laissé 10 jours à la 11e journée, vous êtes obligé d'aller devant le tribunal? Pas du tout. C'est votre choix. Et c'est possible d'entreprendre un recours devant le tribunal administratif du logement, qui est à peu près la dernière étape. C'est-à-dire que dans l'éventail des options qui s'offrent à moi, au bout complètement du spectre, il y a le tribunal. Pourquoi au bout complètement? Parce que, comme je le disais tantôt, il y a certains désavantages. Mais est-ce qu'il faut démoniser le tribunal puis l'éviter à tout prix? Non. Si on a tout essayé, que ça ne fonctionne pas, puis on considère que nos droits sont ou ont été brimés, on peut tout à fait s'adresser au tribunal. Puis le tribunal administratif du logement, c'est un processus qui est tout de même allégé. Il y a beaucoup moins de paperasse que devant d'autres types de tribunaux auxquels je peux penser. Donc, il ne faut pas non plus... Le fait de tenter autre chose, il ne faut pas que ça ait comme impact non plus de nous décourager d'aller au tribunal. Puis encore une fois, vous ne serez pas seul. Il y a un paquet d'organismes qui peuvent vous aider rendus à cette étape-là. Et évidemment, pour le tribunal administratif du logement, dans certains cas, on peut avoir accès à un avocat de l'aide juridique pour nous représenter. C'est restreint, là, les mandats qu'ils peuvent avoir au niveau du tribunal administratif du logement, mais si vous êtes admissible sur le plan financier, ça peut être intéressant de juste les contacter pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. L'aide juridique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des avocats fournis par l'État pour des gens qui ont tel revenu et moins et qui rentrent dans les mandats qu'eux offrent. Autre possibilité, service de conciliation. Mme Dessoureau en parlait plus tôt. Quand on fait une demande au tribunal administratif du logement, en fait, depuis quelques années, c'est tous les tribunaux qui ont une obligation de concilier les parties au minimum. Donc, une obligation de dire, avez-vous considéré réellement autre chose que le tribunal? Parce que ceux qui sont déjà rendus à l'étape du tribunal, ça se peut qu'ils aient tout tenté avant, mais il y en a encore beaucoup qui sous-estiment ou qui ne connaissent pas l'impact de tenter de s'entendre à l'amiable ou l'impact d'envoyer une mise en demeure. Donc, le tribunal va essayer de voir à cette étape-là, est-ce qu'avec un conciliateur, en s'assoyant, si on est capable de s'offrir une parenthèse où tout le monde va baisser les armes, là, est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente? Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on conserve quand même nos recours. Ça n'a pas pour effet de nous faire perdre nos droits. Donc, c'est une étape de plus pour essayer de le régler de la façon la plus douce possible sans être dans un mode plus contradictoire devant le tribunal. Ça fait le tour. Là, je vois qu'il nous reste quelques minutes, quoique pas tant que ça, mais s'il n'y a pas beaucoup de questions, moi, ce que j'aime faire à la fin d'une présentation, pour ceux qui sont à l'aise de faire, c'est d'ouvrir le son pour que certaines personnes disent « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? » Je trouve ça le fun parce que ça permet de le nommer, donc au niveau de la rétention d'informations, c'est pas banal, puis ça permet de réattirer l'attention sur certains éléments plus importants peut-être pour les autres. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mme Germain, M. Trudel. Est-ce qu'on a l'occasion, est-ce qu'on peut s'offrir ça ce matin? Juste avant, peut-être que j'aimerais, il y a une question qui a été posée dans le chat et la personne vient de dire qu'elle doit quitter. Je ne sais pas si elle a déjà quitté, mais on pourrait peut-être poser sa question tout de suite afin qu'elle puisse avoir la réponse. C'est un couple qui vit ensemble, les deux noms sont sur le bail. L'un des deux doit être relocalisé en CHSLD en raison de son état de santé. Est-ce que le bail peut être résilié
pareil, considérant que l'autre peut physiquement y rester, mais financièrement ne peut plus payer le loyer seul? Ça, je dirais à la personne de nous contacter au centre parce qu'il va y avoir des nuances à faire dépendamment s'ils sont responsables de façon conjointe ou solidaire. Donc, je n'entre pas dans un exposé là-dessus, mais il y a des nuances à faire. Ce n'est pas une réponse claire mais la question est très pertinente, par exemple. Donc, que la personne nous contacte au centre, qu'on puisse approfondir ça avec elle. Bien, c'est parfait. Je vais transmettre l'information à la personne qui a posé la question si elle a quitté. Merci. Oui, on a Mario Alain ici qui veut poser une question. Monsieur Alain, vous pouvez y aller. Oui, c'est très intéressant, Maître Allard, votre conférence. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez bien? Oui. OK. J'ai une question, c'est Rose, par exemple. On va prendre votre personnage de Rose, habite depuis 2-3 ans dans une résidence pour semi-autonome. Oui. D'accord? Et puis là, les propriétaires de la résidence jugent qu'elle a perdu de son autonomie et qu'elle ne peut plus demeurer à la résidence semi-autonome. Rose, de son point de vue à elle, n'est pas d'accord avec cette interprétation-là et juge qu'elle est toujours apte à demeurer dans cette résidence-là, qu'elle n'a pas vraiment perdu de son autonomie qui était à moitié. Quels sont les moyens de défense de Rose? En fait, c'est les mêmes qu'on a vus. C'est-à-dire que Rose a quand même le droit à son point de vue, elle va avoir le droit d'être entendue. Est-ce que parce qu'elle pense qu'elle est toujours autonome ou semi-autonome, ça va être ça que le tribunal va retenir? Pas nécessairement. Mais elle a le droit d'avoir cette vision-là. Le propriétaire a le droit d'avoir une vision différente. Si on regarde ça purement factuellement, de façon très froide, le propriétaire dit A, le locataire dit B. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, si le propriétaire entame des démarches pour résilier le bail dans ces conditions-là, bien, Rose va avoir des recours, va pouvoir contester. Première chose, on essaie de s'entendre à l'amiable. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Et elle pourra contester la décision de résiliation. Est-ce que le dossier de l'infirmière, parce que Rose a dans sa résidence une infirmière disponible là, pour les résidents, est-ce que le dossier de l'infirmière qui ne mentionne pas que Rose a perdu de son autonomie a un poids par rapport à un tribunal? Ben, en fait, c'est que les dossiers des spécialistes, par exemple une infirmière, un médecin, peu importe, ça peut être un élément de preuve valide. La nuance à apporter avec ces éléments de preuve-là, c'est que c'est à haute teneur en confidentialité. C'est des informations personnelles qui se retrouvent là-dedans. Puis, à partir du moment où on parle de preuves, qu'on parle de confidentialité, bien, c'est sûr qu'il faut se questionner aussi, est-ce que c'est pertinent? C'est-à-dire, ça va être quoi l'impact sur ma cause? Parce que si c'est moi qui veux le déposer, bien, je dois m'assurer que ce qui est là-dedans, c'est en ma faveur ou non. Et je dois m'assurer aussi de la pertinence, c'est-à-dire que c'est en lien directement avec le sujet. Dans ce cas-ci, potentiellement, ça pourrait l'être, mais ce n'est pas parce qu'une infirmière a dressé un dossier que nécessairement il va être utilisé par le tribunal. Il pourrait l'être, mais il ne sera pas automatiquement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que, par contre, on pourrait enlever le partage d'écran? Oui, bien sûr. Ça nous aiderait à voir les gens un peu plus facilement. Oui. Donc, il y a une question ici qui demande quel rôle et quel pouvoir a le comité des usagers? Bonne question. Bonne question. Puis, j'y répondrai pas ce matin parce que, à moins que quelqu'un ait la réponse, peut-être que Mme Dessureau a la réponse, mais il me semble qu'il y a eu des modifications récemment par rapport au comité des usagers. Je ne suis pas suffisamment certaine de la réponse pour répondre, mais je peux peut-être prendre les coordonnées de la personne puis lui revenir par courriel par rapport à ça. Ou que la personne nous contacte au centre et on va pouvoir faire les vérifications sans problème, ou même de façon encore plus rapide que la personne contacte un comité des usagers puis puisse poser ses questions. C'est bon. Mais à mon avis, ils n'ont pas de pouvoir contraignant, c'est-à-dire que ça ne remplace pas un tribunal. Ils n'ont pas de pouvoir d'imposer quoi que ce soit, mais j'ai plus l'impression que c'est dans l'information et dans la défense. Je ne sais pas si Mme Dessureau est capable de répondre à la question. Bien, ce que je dirais, c'est un peu la même chose que vous, Maître Allard. C'est ce que je pense. C'est plus un rôle d'information au niveau des démarches, un certain rôle d'accompagnement, mais selon mes connaissances, ce serait ça, le rôle du comité des usagers, de défense de droit aussi. Là.
Mais effectivement, peut-être vérifier parce que c'est vrai qu'il y a eu des modifications, Oui. mais c'est ce que je sais. Puis en vous entendant parler, ça me fait penser, je n'ai même pas parlé du protecteur du citoyen, mais ça peut être un recours supplémentaire aussi. Là, dans les recours que je vous ai listés, il y avait à un moment donné faire une plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Si jamais ça ne fonctionne pas à cette étape-là, avant de se rendre au tribunal, c'est possible de s'adresser au protecteur du citoyen. Oui. Bien, le protecteur du citoyen, par contre, ne viendra pas intervenir au niveau des baux en RPA. Il faut bien comprendre que le protecteur du citoyen est le deuxième recours à une plainte qui est déposée auprès de la commissaire aux plaintes. Si on est insatisfait des conclusions de la commissaire aux plaintes, à ce moment-là, on peut présenter la plainte en deuxième recours au protecteur du citoyen. Donc, ça, c'est aussi, ça fait partie de nos services d'accompagner aussi les usagers du réseau de la santé des services sociaux dans une démarche de plainte en deuxième recours auprès du protecteur du citoyen. Mais ils n'interviennent pas, c'est ça, quand ça concerne les baux. Parfait. Ouais. Merci. Donc, il y a une autre question qui est rentrée dans l'espace de discussion. Comment se positionner envers une RPA qui exige une copie du dossier médical, bien que cela est clairement mentionné sur le site de la Régie, disant qu'il s'agit d'un outil pour établir le coût des services? Qu'est-ce qui est inscrit sur le site de la Régie exactement? Bien que, je vais relire au complet, là, comment se positionner envers une RPA qui exige une copie du dossier médical, bien que cela est clairement mentionné sur le site de la Régie, disant qu'il s'agit d'un outil pour établir le coût des services. J'imagine que ce que la personne veut dire, c'est que c'est clairement écrit sur le site de la Régie qu'on ne peut pas faire ça. Ça, ce serait à valider. Alors, je ne sais pas s'il existe des exceptions particulières où une RPA pourrait demander un dossier médical. Ça prendrait, mais pas dans ce cas-ci, comment se positionner, aller ultra complet. On pourrait décider de faire un autre choix tout simplement puis d'aller ailleurs. Si on veut vraiment aller dans cet endroit-là, ben, tout est dans la discussion. C'est-à-dire que je peux expliquer au propriétaire pourquoi je ne partage pas sa vision des choses. À la limite, je peux même lui amener les articles de loi précis s'il y en a qui viennent dire si c'est légal ou si ce n'est pas légal. Et dépasser ça, ben, il y a tout le d'information et d'accompagnement des ressources qu'on a eues. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Bon, c'est moi qui ai posé la question. Oui, c'est ça. Vous pouvez prendre la parole, Madame Team 4329. Ben, en fait, je me questionnais juste à savoir si effectivement ils pouvaient exiger ça. Effectivement, si une famille veut vraiment cette résidence-là, je considère que c'est des choses quand même confidentielles. Avoir accès à un dossier médical complet pour un hébergement, je me demandais s'ils pouvaient exiger ça réellement. C'est légal ou non? Oui, parce que la personne, malgré... Moi, je suis travailleuse sociale, je ne suis pas usagée, mais Marie, que j'ai reflété, que je me questionnais à cet effet-là, c'était vraiment le point à l'effet que c'était nécessaire. Fait que je me questionnais qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, le propriétaire l'exige, on a mentionné le fait qu'on ne veut pas le fournir, on n'est pas à l'aise avec ça. Le propriétaire est clair que c'est nécessaire. Oui. À ce moment-là, je vous dirais, c'est plate, encore une fois, là, je vais vous référer à notre service simplement pour qu'on ait validé qu'il n'y ait pas d'exception par rapport à ça. On pourra même vous donner les articles de loi précis à la limite. Comme ça vous permettra d'avoir un certain pouvoir de négociation. Oui, exactement. Effectivement, je n'avais pas vraiment de point clair pour argumenter. Là, fait que je trouve que ça tombait bien votre... Mais la question est très intéressante. D'emblée, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas permis, justement, pour tout plein de raisons de confidentialité, mais des fois, la loi me surprend. En fait, la loi me surprend tous les jours. Donc, contactez-nous pour on va aller faire cette vérification-là, juste pour être sûr à 100% si c'est permis par la loi ou non. Parfait, merci. Vous êtes sur le territoire de la Mauricie? Oui. Parfait. Il y a, je ne sais pas, je veux juste valider, il y a S. Desjardins qui semble peut-être vouloir lever la main. Je ne sais pas si vous avez une question, vous pouvez y aller. Oui, m'entendez-vous? Oui. OK. Ma question, c'est par rapport au délai de 2 mois ou 3 mois de suite à un décès ou état de santé d'une personne ou une entente avec le propriétaire. Est-ce qu'on peut continuer d'habiter le logement jusqu'à la fin du délai ou il faut quitter avant le...
non, c'est possible d'habiter parce que vous êtes toujours considéré locataire jusqu'à ce moment-là. Si vous restez pendant 2 mois et vous utilisez des services prévus à l'annexe, des services accessoires, par exemple, il faudra les payer parce qu'ils auront réellement été reçus là, dans les faits. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ben, moi, c'est un logement normal, pas une résidence. OK. C'est un logement, d'un immeuble à logement. À ce moment-là, en fait, c'est que la résiliation va prendre effet seulement 2 mois plus tard. Donc, considérant que ce n'est pas résilié tant que ce 2 mois-là n'est pas arrivé, ben, vous continuez à payer, vous pouvez jouir de votre logement. Très bien, merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions qui est rentrée dans l'espace discussion. Ah, je vois une main levée. Monsieur Lemieux, vous pouvez prendre la parole. Votre micro, monsieur. OK. OK, c'est bon, Amy. Ah, non, vous l'avez refermé, votre micro, monsieur Lemieux. Il faudrait le réouvrir. Non. Ah, là, c'est bon. Ça va-tu maintenant? Oui, ça OK, va, le technique. Encore ouvert? OK. Oui, ça va. Non, c'est en lien avec le comité des usagers. Bon, j'ai été dans le réseau longtemps. Et le comité des usagers était une créature, on va dire même, au niveau de chacun des établissements. Et il était redevable au conseil d'administration de chacun des établissements. Maintenant, avec la formation des CIUS, ou peu importe, là, il y a un comité des usagers pour l'ensemble de l'organisation de CIUS. C'est quoi le lien entre le comité des usagers du CIUS et les RPA? Qu'est-ce que vous voulez dire par le lien? Est-ce que les personnes qui sont en RPA peuvent avoir recours au comité des usagers du CIUS? Oui. En fait, le comité des usagers est une option quand on est en conflit, justement, même en matière de résidence. Excusez, je n'ai pas compris. Le comité des usagers, comme le CAP, par exemple, est une option également. OK. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est dans une RPA et qui voudrait faire appel au comité des usagers du CIUS pourrait le faire selon certains mécanismes. Bien, je vais aller valider juste pour être certaine. En fait, il nous reste du temps. Donc, au niveau même du comité des usagers, ce que je vais faire, je vais aller regarder si je n'ai pas la réponse rapidement. OK. Parce qu'on avait prévu à peu près une demi-heure pour la période de questions, Oui, Mme c'est Germain? pas de problème. Parfait. Voyez-vous mon écran actuellement? Oui. Le partage d'écran, non. OK, parfait. Non, on vous voit, vous. OK. N'hésitez pas, ceux qui ont des questions, là, vous pouvez les mettre par écrit dans l'espace de discussion. Ça va me faire plaisir de les transmettre à notre conférencière. L'idée, un peu plus, c'est juste savoir est-ce que le comité des usagers peut être un support intéressant pour des personnes qui résident dans RPA? Oui, en fait, je suis sur le site présentement du CIUS, MCQ, donc Mauricie, Centre du Québec. Puis au niveau de la page qui explique le processus de plainte, en fait, de demande auprès du comité des usagers, on vient nommément inscrire que ça couvre les résidences pour personnes âgées. Ah, OK. Merci donc, beaucoup. le comité des usagers du CIUS MCQ, ça couvre ça. Maintenant, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est plus leur mission et tout ça, mais bon, je ne le trouve pas rapidement. Je vais cesser mes recherches parce que je pourrais en faire peut-être pendant. Oui, Madame Dessureau, est-ce que vous voulez répondre à cette... OK, allez-y. Bien, je veux juste apporter une nuance, là, puis c'est pas hors de tout doute, mais je pense que oui, le comité des usagers peut accompagner là, jusqu'à un certain point dans une démarche de plainte auprès de la commissaire aux plaintes. Fait que tout ce qui s'agit dans les RPA, tout ce qui concerne la certification peut être amené à la commissaire aux plaintes. Le résident de RPA pourrait être accompagné par un membre du comité des usagers, sûrement. Par contre,
considérant que la commissaire aux plaintes n'intervient pas au niveau des baux, ça serait là où je ne pense pas que le comité des usagers puisse accompagner un résident RPA dans une démarche quand ça concerne le bail. OK. Ce serait ça la nuance. Je pense OK. Donc, M. Lemieux, ça répond bien à votre question? Oui. Oui. Oui, bon, on va passer maintenant. J'ai une question dans... Oui, j'avais M. Gélina et après, j'ai une question. Je peux embarquer? Oui, allez-y, M. Gélina. Moi, je trouverais logique que s'il n'y a pas à l'intérieur de l'établissement physique un comité d'usagers, bien, comment vous voulez que le résident porte plainte, sinon s'adresser juste au régional qui a une portée globale? Alors, l'autre chose qui m'a frappé, moi, c'est que M. Lemieux a dit le comité d'usagers relève du bon vouloir du conseil d'administration d'un établissement du réseau de la santé. Alors, étant donné qu'un RPA, c'est privé, moi, j'ai un problème avec ça. Là. Il n'y a pas d'unité locale qui font de la défense de droit ou qui assume le comité des usagers. Comment se référer à un comité des usagers au niveau régional? Il y a un problème. C'est ce que j'ai. Moi, dans mon raisonnement, c'est ça que j'ai. Je comprends que c'est un commentaire, ce n'est pas une question que vous avez. Non, mais c'est ça, c'est une observation. Là. Il y a quelque chose là, qui accroche, là, qui n'est pas, disons, assez cohérent. Pouvoir d'un comité d'usagers, si le conseil d'administration de l'établissement dit, vous autres, on accepte vos recommandations, sauf vous n'avez aucun regard sur la réalisation ou le suivi accordé à, bien là, ça donne quoi? Ça mène nulle part. Merci, M. Gélina, pour votre commentaire. On va passer à une question dans l'espace discussion qui dit « Dans la RPA où je suis, il y a une association de résidents. Quelle différence avec le comité des usagers? » Ensuite, on va passer à la question de Max 10. La réponse est clairement, je ne le sais pas parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une association de résidents, mais j'ai plus l'impression que c'est des gens à l'interne et là, sous toute réserve, là, parce que comme je vous dis, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui se sont regroupés ensemble, peut-être des gens qui ont une connaissance plus poussée au niveau des droits des locataires, puis qui se permettent d'accompagner, d'aider à l'interne les autres résidents. C'est ça. Peut-être une petite nuance à ce niveau-là. On sait que dans le passé, là, au niveau de la QDR en particulier, on a mis en place des services, en fin de compte, on appelait ça un milieu de vie. Okay? Ça consistait justement à faire dans chacune des résidences un groupement justement pour tenter de répondre à des questions comme on a soulevé tout à l'heure. Je pense qu'on fait référence à ça, du comité de milieu de vie. Là. C'est plus un regroupement à l'interne de résidents pour venir en aide aux autres résidents, avoir une ressource peut-être plus facile d'accès, plus rapide d'accès. Oui, c'est ça. Okay. Merci, M. Fidel, pour la mise au point. Maintenant, il y avait Max 10 qui a levé la main. Madame, je ne sais pas si vous savez peut-être pas que vous vous appelez Max 10, mais nous c'est ce qu'on voit là, à l'écran. Vous avez levé la main. Oui, c'est vous. Allez-y. Oui. Alors, pour une personne, moi, j'ai une aidée, et pour cette personne-là qui a un bail dans un RPA de avril à avril chaque année, peut-elle demander que ce soit reporté de juillet à juillet? Ça, à ce moment-là, ça devient une modification du bail. Donc, il faudrait que le locataire le demande au moment du renouvellement. Ce serait le réflexe que j'aurais. Parce que sinon, s'il n'y a rien qui est fait, il va juste se renouveler d'avril à avril, c'est-à-dire tout le temps pour 1 an, parce que c'est la période qui était prévue au départ. Si on veut apporter une modification,
faut le faire au moment du renouvellement ou s'entendre à l'amiable, c'est-à-dire que s'il n'y a absolument aucun problème d'emblée pour le propriétaire, de tout de suite le modifier en cours de route. Ça, c'est tout à fait possible de le prévoir. Recommandation de le prévoir par écrit, évidemment. Peut-être de dater le document aussi avec les signatures de tout le monde. Mais il va falloir que ça soit fait par une demande de modification. Parfait, merci. On a Mario-Alain, ensuite Claire. Moi, c'est une question, c'est pas tout à fait dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, mais c'est un peu accessoire, là. Rose, que vous connaissez bien, a rencontré son médecin de famille, puis le médecin de famille a décidé de l'envoyer voir un spécialiste. Rose a toujours été au même hôpital dans sa vie. Fait qu'elle rencontre le médecin spécialiste à l'hôpital, elle l'attend dans son bureau. Et puis, pendant qu'elle l'attend, l'infirmière apporte le dossier médical de Rose. Et puis, quand le médecin spécialiste rentre dans le local en question, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de consulter le dossier de Rose, mais c'est de lui demander vous êtes venu me voir pourquoi. Est-ce que c'est une attitude professionnelle acceptable? Je ne peux pas répondre à cette question-là parce qu'on ne se positionne pas. On ne donne pas d'opinion juridique. Si je reformule votre question de façon plus information neutre, ce qu'on peut faire, ce serait quelles sont les obligations professionnelles d'un médecin. Ça, je vous dirais que ça semble être une situation personnelle particulière. Ce que je vais vous inviter à faire, M. Alain, est-ce que vous êtes sur le territoire de la Mauricie? Oui. Contactez-nous au centre de justice de proximité parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de faits encore dans la situation. Là, donc, on va prendre le temps de le regarder avec vous en détail. Merci. Parfait. Maintenant, on va y aller avec Claire qui avait levé la main. Et ensuite, il y aura le iPad de l'autre Claire. Ah non, c'est un pouce. Claire. Ah, Claire, votre micro. OK. Bon, je viens de regarder dans les informations que j'avais déjà sur les RPA. Oui. Et j'ai téléphoné à une directrice de RPA que je connais bien, ma grande sœur. Et puis, sous toute réserve, c'est sûr que ce n'est pas une information juridique, mais je lui ai posé la question directement. Est-ce que vous pouvez exiger de voir le dossier médical ou d'avoir accès au dossier médical des résidents? Elle dit absolument pas. OK. OK. C'était. C'est ce que je pense aussi. L'autre information, oui, pardon. L'autre information qu'elle m'a donnée, c'est que si tu as plus que 14 ans et à moins d'avoir des limitations cognitives, là, c'est toi qui as droit de donner l'information sur ton dossier. C'est ça. Sur l'accès à ton dossier. C'est ça, exactement. C'est parce que ça prend le consentement parce que c'est des données confidentielles. C'est pour ça que, d'après moi, je suis sûre à 95 % que c'est absolument pas possible. En fait, je ne vois pas de quel droit une résidence, alors qu'il y a un paquet d'autres endroits où on ne peut pas l'exiger, qui serait même plus pertinent de l'exiger qu'une résidence aurait droit. C'est vraiment plus mon côté juridique exhaustif qui parle quand je dis que je ne veux pas vous le confirmer à 100 % là, mais je ne vois pas en vertu de quoi il pourrait le réclamer. Je vous remercie d'apporter l'information. C'est bon, ça fait plaisir. Bonne journée. Vous aussi. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si le iPad de Claire, si vous aviez une question ou si c'était juste une approbation, là, vous pouvez... Non, je n'avais pas de questions. Ben, c'est parfait, merci beaucoup. Donc, je n'ai pas d'autres questions dans l'espace discussion. J'ai des commentaires à l'effet que les gens trouvent ça très intéressant, qui remercient la conférencière. C'est gentil, je vous remercie pour votre intérêt. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait clore la conférence. Je ne vois pas d'autres mains levées à dernière seconde. Alors, M. Trudel, on voit des petits cœurs, on voit des applaudissements, des pouces en l'air. C'est bon, merci beaucoup. Alors, M. Trudel, je vais vous laisser la parole, le dernier mot de la conférence. C'est à vous. Merci beaucoup. Bon, je constate finalement avec
le nombre de personnes qui ont posé des questions, parce que c'est un sujet qui est fort important, très intéressant en plus, parce que, puis en plus d'être dans le milieu des aînés constamment, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent du milieu, différents milieux, c'est-à-dire on parle du privé, on parle du public, on voit qu'il y a certaines incompréhensions dans tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez répondu, Mme Allard, à plusieurs questions. Je ne prétends pas que vous avez répondu à tout et vous en convenez aussi, mais je pense que ça a répondu à un certain nombre de questions qui viennent rassurer les gens, qui viennent orienter aussi les gens dans leur discussion ou dans leur démarche auprès de leurs locataires privés ou publics. Et que sur ça, je pense qu'on va vous dire un gros merci, puis ça traduit l'opinion de l'ensemble, je crois, pour votre présentation d'aujourd'hui. C'était très intéressant. Encore une fois, je vous remercie beaucoup de votre présentation. Ça fait un plaisir. Merci à la table pour l'invitation. Puis je remercie tout le monde, particulièrement ceux qui ont ouvert leur caméra, puis tous ceux qui ont posé des questions. C'est tout le temps plus agréable, surtout dans un Zoom. Il faut trouver une façon particulière de créer une dynamique parce qu'on ne se voit pas. Mais je vous remercie beaucoup. Là, ça a été très agréable de mon côté aussi. Parfait. Merci, Maître Allard. Et juste pour confirmer, vous êtes d'accord à ce qu'on envoie votre présentation PowerPoint aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, ça va vous être acheminé par courriel à la même adresse à laquelle vous avez reçu le lien Zoom. Donc, vous devriez recevoir ça là, dans les prochains jours. Je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que ça tombe dans l'oubli. Alors, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci, Maître Allard, pour votre belle présentation. Puis, je vous rappelle que n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de justice de proximité si vous avez des questions. Je pense qu'ils sont en mesure de bien nous renseigner. Ça va nous faire plaisir, en tout cas. Puis si on n'a pas la réponse, on va faire des recherches. C'est ça le métier d'avocat puis de notaire. C'est de pas tout savoir, mais c'est de savoir comment aller chercher l'information. Donc, ça va nous faire plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, tout le monde. Merci. Bonne fin de journée à tous.